Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Donald Trump vient d'être fraîchement élu 47e président des États-Unis à l'issue d'un processus électoral largement suivi par les Africains qui se demandent à quelle sauce ils seront mangés. Quels sont les enseignements à tirer de ce scrutin? Que peut-on attendre du nouveau président des États-Unis? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Emmanuel Sénégan. Il est économiste, il est spécialiste en relations internationales et géopolitologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Pour certains, c'était une énorme surprise que Donald Trump soit vainqueur de cette élection, mais pour d'autres, il fallait s'y attendre. En fait, il y avait deux options. Soit c'est la guerre civile s'il perdait, il y a certains temps. À ce point? Bien sûr, parce que lui-même le disait que d'abord il a déjà accusé qu'il y a déjà de fraude. Est-ce qu'il a dit encore de fraude quand il a gagné? Et on l'a vu aussi quand il a perdu la fois dernière que non, il gagne ou il gagne quoi? Mais il gagne, c'était ça. Donc il y avait ces deux options. Soit guerre civile, soit il gagne. Et il a gagné et c'est passé. Vous n'avez pas dit que les Américains ont voté par peur de la guerre civile? Mais des gens, pourquoi il y a plus de votes par anticipation? Eux-mêmes le disent qu'ils ne savent pas ce qui va se passer le jour. C'est pourquoi il y a tant de votes par anticipation. Avant la date de vote, vous savez ça, non? Donc, ce n'est pas moi seul qui le dis, hein, il y avait tout le monde s'y attendait. Et puis même les hélicoptères volaient, les drones volaient pour préparer. On ne sait jamais ce qui va arriver. C'était ça. Il y avait la panique, il y avait aussi une assurance qu'il sait vendre ses rêves. Et je voudrais dire que je salue quand même Harris qui a perdu parce qu'elle est une noire et encore une femme et l'Amérique n'était pas encore sûrement prête à accepter ces deux concepts. Mais Kamala Harris, vous en parlez justement, suscitait beaucoup d'espoir et on a vu dans les différents sondages qu'elle avait toujours une légère avance. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Monsieur Babila, vous êtes journaliste, mais heureusement vous n'êtes pas journaliste occidental. Les Occidentaux ont fabriqué leur candidat qui devait gagner. Et vous avez vu que les élections, la projection a échoué. L'écart a été grand. Donc, pour la première fois, on peut dire quand même que tout ce que la presse dit, parfois, c'est fabriqué. Donc, vous voulez dire que les sondages n'étaient pas authentiques, c'est ça? Non, mais c'est pas... C'était de la manipulation? C'était là. Même, vous avez vu que quand... La seule fois qu'il a discuté avec Harris, vous avez vu que les journalistes se sont mêlés comme deux personnes se battent et les autres viennent l'accompagner pour l'assommer. Et c'est pourquoi elle a refusé mais un face-à-face, justement, qui était largement en avantage de Kamala Harris. Largement soutenu par la presse. Ça, c'est votre appréciation. Ça, c'est votre appréciation. Ce n'est pas l'avis général. Mais de toute façon, qu'est-ce qui explique alors l'échec de Kamala Harris? L'échec, c'est que les femmes ne sont pas prêtes à avoir une femme, et encore une femme noire. Puisque les femmes ont commencé ont eu le droit de vote aux États-Unis en 1920. Et les femmes noires, c'est en 1965. Et ce n'est pas surprise qu'elle est rentrée dans la danse. Donc il y a tous ces facteurs qui ont fait que ça l'a désavantagée, malgré tout le Gotha qui s'est réuni autour d'elle. Bon, mais elle va se préparer. Mais cet échec de Kamala Harris, est-ce l'échec personnel pour elle ou bien un échec du Parti démocrate? Non, il y a eu le fait que je viens de dire, mais il y a aussi les démocrates qui sont des battes en guerre. Et la plupart des guerres, on sait que c'est les démocrates qui les animent dans le monde entier. Et l'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Et pourtant, ils ont l'argent pour distribuer à l'étranger pour des guerres. Et à l'intérieur, les gens souffrent. Il y a aussi le niveau de vie du peuple. Et les gens, pour voter, vont voir est-ce qu'ils vivaient mieux hier qu'aujourd'hui. Quand Trump était là, il y avait un bien-être un peu plus apprécié que lorsque le mandat est à terme je n'ai pas dit de Harris, mais c'est de son mentor. Vous voyez tous. Et puis il est devenu encore malade. Joe Biden. Joe Biden. Donc il y a eu ces coïncidences. Donald Trump est un personnage particulièrement clivant, avec des invectives un peu partout, surtout lors de la campagne électorale. Est-ce que les Américains, selon vous, se retrouvent à travers ce personnage? Vous voyez, lorsque on dit que l'autre a échoué et qu'on ne veut plus de lui, on peut prendre un chien pour les gouverner. C'est ça quand on en a c'est un ras-le-bol qui a fait qu'on a préféré quelqu'un comme ça, qui est téméraire. Vous savez qu'il a échoué. On a attenté à sa vie. Et n'eût été vraiment la providence, comment on peut te tirer à bout portant? Et puis ça fleure seulement ton oreille. Tout cela a fait regarder la force de... Et encore, quand il a dit « fight », malgré la situation où il devait se cacher, il s'est levé pour dire « fight ». Les gens ont vu qu'on veut un homme courageux pour l'Amérique.
Je crois, et le rêve qu'il a vendu, Make America Great Again, vraiment, il sait vendre des rêves. Alors, les débats judiciaires de Donald Trump, il en a connu pas mal ces derniers mois, ces dernières années. Alors, est-ce que ça a joué un rôle? Mais je vous dis, il met ça sur le compte de complot. Et les gens le croient. Un homme comme ça en Afrique ne peut pas être même chef de quartier. Mais les Américains disent que c'est cet homme-là que nous on veut. Donc, pratiquement, les gens voient tout comme complot. L'homme le plus riche aux États-Unis l'a supporté. Vous voyez ce qu'il dit là? Donc, il avait de l'argent, il avait une audience, et il y avait aussi les tweets, que ça soit vrai ou faux, qui marchaient. Donc voilà, il y a eu la propagande a marché. Oui, est-ce que vous voulez dire que les Américains ont voté, non pas en regardant le contenu de son programme, mais beaucoup plus la bravoure qu'il incarnait, c'est ça? Mais la témérité qu'il incarnait. Et tout homme d'affaires, quelqu'un qui veut réussir dans la vie, doit croire en lui-même, et quels que soient les obstacles sur le chemin, doit se montrer compétitif, conquérant et déjà se voir vainqueur. C'est vrai qu'on a vu pas mal, on a vu Elon Musk aux côtés de Donald Trump, mais de l'autre côté, par rapport à Kamala Harris, on a vu Lady Gaga, Barack Obama, Beyoncé, Jennifer et bien d'autres. Et tout ce beau monde-là n'a pas pu pousser Kamala Harris vers la victoire. Mais je vous dis, le parti démocrate a déjà tout gâté à la base. Si bien que les Obama qui parlaient, on les a vus déjà agir, on les a vus parler, on les a vus faire. Si bien qu'on dit, c'est celui-là qu'on veut. Ça dit ici, chez nous, au Bénin, on dit Tenkoku, Tenkoku. Ça dit qu'à un moment donné, on en a marre. Ça dit le parti a failli et il fallait quelqu'un d'autre qui parle hors contexte, un téméraire. C'est cela qui a fait gagner. Et le rêve, il sait vendre un rêve, même si c'est faux, parce qu'il n'est pas un homme honnête. Ce n'est pas tout ce qu'il a dit qu'il va faire, hein, vous allez voir. Donc vous êtes en train de nous préparer en même temps à ce que les déceptions après les élections, qu'on en soit préparé, c'est ça? Il a dit aux Kurdes de la Syrie de l'aider à combattre le terrorisme en Syrie, qu'après on va résoudre leurs problèmes. Il les a lâchés à leurs adversaires, à leurs ennemis pour les mater après. Il n'est pas un homme de parole. Même quand il dit qu'il va résoudre la guerre en 24 heures, la guerre en Ukraine, vous voulez dire? Il a déjà fait plus de 24 heures. Hein. Il n'a pas encore pris les pouvoirs, les rênes du pouvoir quand même. N'allons pas trop vite en besoin. Mais dites-moi, Donald Trump doit son élection à qui concrètement? Ce qui a fait gagner Trump, c'est que, fatigué de la politique des démocrates, celui qui vient, on prend. Et c'est lui qui vient et qui est courageux, qui est téméraire, qui a vendu ce rêve de Make America Great, MAGA, Make America Great Again. Mais on va voir le chemin. D'abord, lors du premier mandat de Donald Trump, on a constaté qu'il n'avait pas de politique africaine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez lu dans son programme une politique africaine? Prenons conscience de nos richesses en hommes, en ressources, et savoir que ce n'est pas les autres qui vont déterminer qui nous serons. C'est à nous-mêmes de prendre conscience et la relève doit être formée dans la géopolitique, la géostratégie et les intérêts de soi. Aujourd'hui, tu prends même un militaire, tu prends un diplomate, tu prends qui? Un professeur d'université. Ils ne pensent beaucoup plus qu'à leur propre bien qu'au bien commun. Et c'est pourquoi je voulais dire que l'avenir de l'Afrique dépendra aussi de la transformation de la matière première avant toute exportation. Parce que toute exportation de matière brute à l'étranger, c'est renforcer le travail à l'étranger et créer du chômage à l'intérieur. Toutes nos matières premières doivent être transformées. Mais tous les dirigeants africains veulent bien industrialiser leur pays, mais vous-même connaissez les goulots d'étranglement. Mais les goulets d'étranglement, il y a l'électricité d'abord. Il y a aussi le marché. Le marché, l'Afrique, c'est déjà plus de 1,5 milliard. En tout cas, le marché existe. Le marché existe. Oui. Les hommes ne sont pas prêts, ils ne sont pas bien formés encore. La technologie n'existe pas. Mais dans la technologie, vous savez que le niveau aujourd'hui de la Corée du Sud était le niveau du Bénin, de Dahomey en ce temps-là. Ne s'est pas développé, mais avec le panel, etc., ils ont atteint un niveau de développement aujourd'hui supérieur. Donc, le problème, c'est de stratégie. Et il faut mettre en place une stratégie pour que l'Afrique transforme à 100%
nos matières premières avant toute exportation. Aussi, il faut que le commerce intra-africain doit se développer parce que ce n'est à peine 15%. On va revenir toujours aux États-Unis pour le note de notre émission. La question de l'immigration a été au cœur de la campagne électorale et on a constaté sous le premier mandat de Donald Trump que pas mal de ressortissants du pays africain n'avaient plus accès au visa. Vous redoutez la même chose pour ce second mandat? Je crois que c'est une bonne chose d'ailleurs. Vous savez qu'il y a un président français, je crois que c'est Sarkozy, qui a donné une idée de l'immigration choisie. Hier, c'est l'esclavage imposé. Aujourd'hui, c'est l'immigration choisie. On vient pour faire des concours pour voir les meilleurs et on les amène ailleurs. Ça, cette politique doit être bannie. Nous n'avons pas formé des gens. Mais à partir du moment où vous n'avez pas les moyens de retenir vos citoyens, vos concitoyens dans leur propre pays, ils sont obligés de partir. À cause du travail qu'ils vont pour mourir dans la mer. Nous devons créer du travail à l'intérieur. Et j'ai dit la stratégie pour que le travail soit créé à l'intérieur. Tout ne va pas se faire en un jour. Il faut créer les bases du travail. Il faut créer les bases du travail, c'est-à-dire qu'il faut l'électricité. Il faut aujourd'hui aussi la télécommunication. Et c'est pourquoi je veux peut-être faire un clin d'œil à ce qui se passe chez nous ici au Bénin, pour dire qu'à GIZ, non, la transformation se fait, ça a commencé. Il faut que ça s'étende et ça s'approfondisse. Voilà des modèles, mais il faut aussi le marché intérieur et le marché intra-africain. Nous aimons trop consommer extérieur. Il faut qu'on consomme aussi, on apprenne à consommer intérieur pour créer du travail chez nous, pour que les nôtres restent chez nous. Donc, on n'a pas besoin. Immigration ne peut jamais empêcher un pays de dire venez ou ne venez pas. Ils vont peut-être choisir ce qui est meilleur et vous laisser ce qui n'est pas encore mûr pour venir chez eux. Donc la politique de l'Union, je ne dis pas qu'il faut interdire aux Africains, mais les Africains doivent prendre conscience que le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Au lieu d'aller mourir dans le désert, dans la mer, on vous revient, vous repartez encore, il faut trouver une solution. Monsieur Sénégan, la transition est bien trouvée pour parler de l'Afrique, de nos pays africains et de ce qui s'y passe. Parce que tout ce que vous dites là doit être défini par des politiques. Alors quand vous regardez ce qui se passe sur le continent, est-ce que vous êtes optimiste? Je suis très optimiste parce que si on applique la politique de l'immigration en France et aux États-Unis un peu partout pour bloquer les Africains chez eux, nos dirigeants doivent réfléchir avec nos cadres pour voir comment résoudre ce problème chez nous. Et j'ai déjà donné des pistes. L'autre piste, c'est qu'il faut se dire qu'en fait, le mot développement est mal défini dans le dictionnaire. C'est-à-dire le développement, tel qu'on le dit, quand tu vois un élève de terminale qui ont mondialisé un développement pour passer d'une étape inférieure à une étape supérieure. Et il a son point. Or, ce n'est pas tout. Regardez le dictionnaire. Et moi, j'ai ma définition du dictionnaire. Et comment est-ce que vous la définissez, vous? Le développement, c'est un ensemble de processus qui met en œuvre la transformation de nos matières premières pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme qui sont se loger, se nourrir, s'instruire, se soigner et se loger, si j'ai bien dit, et aujourd'hui aussi se reproduire. Il y a 6 besoins. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que homme va marier homme, femme va marier femme, et que le développement va être pour qui? C'est ça ma dimension. Mais il faut la transformation de matière première, mais c'est un équilibre partagé. S'il y a une création de richesse, et puis ce n'est pas partagé, puis c'est dans les mains d'une minorité, comme ça se trouve en Afrique, le développement n'est pas au rendez-vous. Pendant qu'on parle de développement, c'est vrai que tout le monde aspire à ce développement-là, mais il y a la pression, les dirigeants ont la pression de leur population, et ce qu'on constate de plus en plus dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est des coups d'État, et on en a réussi pas mal ces dernières années, et on se demande si ça va s'arrêter ou bien si ça va continuer. Est-ce que vous comprenez quand même la cause profonde de ces prises de pouvoir par la force? Vous avez tellement raison que le Dahomey, l'ancien Dahomey était appelé l'enfant malade de l'Afrique à cause des coups d'État. Le Dahomey a reçu plus de coups d'État que n'importe quel autre pays. Mais il y a stabilisation. Mais ça revient maintenant progressivement. Ceux qui font d'abord les coups d'État, c'est les chefs d'État. En changeant leur constitution, à vouloir mourir au pouvoir, c'est votre mère seule qui s'est fabriqué des présidents. Laissez les autres aussi venir tester. Et ça fait partie des raisons des coups d'État institutionnels, des coups d'État fabriqués par les chefs d'État qui veulent permettre. Regardez par exemple, vous vous plaignez de la RDC, non? Il est en train de parler de changement de constitution pendant que son pays est envahi.
changement de constitution en RDC. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Ce n'est pas ça. Donc les premiers qui font coup d'État, ce sont les chefs d'État. Et maintenant, il faut arriver à mettre de l'ordre. Et si tu fais 2 ans, il faut Mais on ne peut pas jeter la pierre à ceux qui changent les constitutions parce qu'il peut y avoir des raisons vraiment fondées pour expliquer ces changements de coup d'État. Vous avez parlé de la RDC, il va falloir s'intéresser de plus près à la question. Peut-être que les raisons sont normales et fondées. Vous savez, lorsque le peuple a faim, lorsqu'une seule minorité détient la richesse du peuple et que les autres veulent aussi accéder, c'est pourquoi aujourd'hui quand vous venez la jeunesse au Bénin et un peu partout, ils veulent tous faire la politique, comme si c'est la politique qui nourrit. Donc ils sont à la sorte de la politique des politiciens et quand ils finissent, ils changent leur numéro. Quand ils finissent de l'utiliser pour être député ou bien pour être ministre ou bien pour être président, ils changent leur numéro, on n'a plus accès à lui, on te donne seulement des miettes aujourd'hui. Donc tout cela amène les gens à faire le vrai coup d'État qui dit tu dois partir par la force. Donc pratiquement, je ne condamne pas tous les coups d'État. Parce que les premiers qui font les coups d'État, c'est les chefs d'État qui veulent mourir au pouvoir. Et certains vont mourir s'ils continuent comme ça. Donc vous posez un problème de bonne gouvernance. Et c'est cela qui doit être le socle. Il doit y avoir un minimum. Moi, la démocratie, pour moi, le mot démocratie n'existe pas en réalité. C'est interchangeable selon les intérêts des uns des autres. Les régions de l'AES aujourd'hui sont des régions où, quand on prend le Niger, ils ont Bazoum. Il n'y a pas eu effusion de sang. Les autres aussi ont vu que l'Azawad, le pétrole dont j'ai parlé tout à l'heure, l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, les micros sont à la cause des crises où on fabrique même des terroristes pour occuper des régions et les financer. Regardez l'Ukraine, je vais parler de l'Ukraine. Zelensky, c'est un enfant qui sait courir mais il ne sait pas se cacher. Ils ont préparé, et ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont financé et armé les terroristes au Mali. Est-ce que c'est normal? Le peuple, les dirigeants du peuple doivent réagir. Attention, officiellement, je n'ai pas vu quelqu'un défendre, revendiquer avoir financé et fabriqué des terroristes. Mais l'Ukraine l'a dit, officiellement ils l'ont dit, c'est ça. Et il n'y a aucun chef d'État africain, même l'Union africaine, qui ait protesté contre cela. Ce n'est pas normal si l'Ukraine l'a dit publiquement. Pour revenir à ce que nous disions par rapport au coup d'État, il est un fait que les pays dans lesquels il y a eu coup d'État, les populations n'ont pas eu autrement satisfaction. Il n'y a pas à dire que bon, parce qu'il y a eu coup d'État, maintenant on vit mieux. Est-ce que vous comprenez cela, que peut-être le coup d'État n'est pas la solution? Je ne dis pas qu'à 100% le coup d'État est une solution. Mais il y a quelque chose qui amène les gens à ces coups de force. Et j'ai dit, les premiers qui font les coups d'État, c'est les chefs d'État qui tripatouillent leur constitution pour rester, et ça finit par lasser le peuple. Mais d'autres le font juste pour dire, nous on va prendre pour les remplacer, pour faire comme eux. Donc il y a 2 catégories de coups d'État. Il y a la catégorie de coups d'État institutionnels, fait par les institutions, sur les papiers qu'on change. Il y a le coup d'État des militaires. Et quand les militaires viennent, ils veulent perdurer et s'éterniser. Mais selon vous, quelle est la recette pour bannir définitivement cette histoire de révision de la Constitution? Voici la révision recette. Opportuniste, je veux dire. Je l'ai. J'ai réfléchi beaucoup sur ces États. Et j'ai dit qu'il faut une conférence nationale, chaque mot pèse, une conférence nationale souveraine pour le développement partagé de chaque pays d'Afrique. Et enfin, après pour l'Afrique. Parce que quand il y a coup d'État, quand on va à cette situation, c'est que la conférence déjà défini même ce n'est pas le candidat qui vient avec son projet de développement. Il doit déjà avoir, la conférence déjà défini comment on veut voir le Bénin ou bien comment on veut voir tel pays dans 5 ans, dans 10 ans. Et on va mettre l'accent sur l'électricité. L'eau, il y a même un pourcentage pour dire, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas voté pour toi pour dire que je ne vais pas leur construire de route, je vais leur fournir de l'eau, parce que la Constitution va déjà encadrer tous ces problèmes-là pour dire que voici la quantité. Et il y a même une institution pour évaluer chaque président qu'on peut destituer par une autre conférence pour dire, bien, après 2 ans, après 4 ans, tu n'as que 5 ans ou 7 ans et tu n'as pas donné de l'eau dont on a parlé à telle région. Donc on peut mettre fin au mandat du président avant la fin de son mandat. Est-ce que vous ne rêvez pas, peut-être? Mais il faut rêver. Il faut toujours rêver. Tout passe par le rêve. Comme je dis, si la conférence a lieu,
Je dis conférence nationale souveraine pour le développement partagé de chaque pays. C'est partagé. Encore des mots, hein, encore des mots, des jolis mots. Il faut toujours. Mais les Africains veulent le concret. Mais le concret partira d'abord des mots, des théories. Et j'ai donné déjà ce que c'est que le développement. Je dois maintenant, pour aboutir à là, il faut une conférence nationale souveraine partagée pour le développement de chaque pays d'Afrique. Et maintenant, on va faire pour chaque région d'Afrique. On va voir comment partager les ressources du Bénin. Le Bénin a la mer, mais n'a pas suffisamment de ressources du sous-sol. Bon, d'autres ont des ressources du sous-sol. Et la mer du Bénin devient la mer des autres pays. Donc, c'est une entente. On peut s'en sortir, mais il faut commencer à rêver. Il faut commencer à définir des choses pour qu'un État commence. Tout le monde va commencer ensemble. Mais je sais, dernière question dans cette émission. Il y a une expérience qui se fait au Sénégal, où on a vu des jeunes qui étaient vraiment révoltés hier, qui, par la force des choses, ont pu avoir le pouvoir. Est-ce que vous êtes optimiste du succès de leur engagement? Et je prie pour que ces jeunes ne soient pas divisés. Ils ont 20 ans, s'ils s'entendent bien. Ils ont 20 ans et ils ont du pétrole cadeau, ils n'ont pas cherché. Ils ont déjà du pétrole avant d'arriver. Le nerf de la guerre est déjà là. Il faut tout faire pour qu'ils ne soient pas divisés, pour qu'ils délivrent. Et d'abord, il faut qu'ils gagnent aussi les élections qui arrivent là. Le Parlement, parce que c'est à part du Parlement, on peut bloquer l'action du gouvernement. L'action du gouvernement. Donc voilà à peu près. J'ai beaucoup d'espoir pour ces jeunes qui sont arrivés. Et pour l'AES? L'AES, oui. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce qu'il dit que l'AES va changer de nom quand les autres pays vont. Imaginez dans le sens que l'Ouganda veuille faire partie des pays qui s'associent à l'AES. On ne va pas l'appeler AES parce qu'ils ne sont pas Sahel. Alors, M. Sénégal, si je vous comprends très bien, c'est que l'AES est appelé à s'agrandir. Tout à fait. Non seulement à s'agrandir, mais au-delà même du Sahel. Parce que si l'Angola, si un autre pays veut être dedans, là, on va parler de l'Union africaine en son temps. Mais il y a un problème central par rapport à la monnaie. Vous savez que la monnaie que nous avons est une monnaie de l'autre, de la France. Et vous parlez de franc CFA, parce que tout le monde n'est pas CFA, hein, tout à fait. Pour les pays qui utilisent cette monnaie-là. Donc on doit aller au-delà même du franc CFA pour aller dans le vrai problème économique du monde aujourd'hui, c'est la dollarisation de l'économie mondiale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les échanges à l'international se font par rapport au dollar. Si bien que les États-Unis peuvent se lever pour dire tu ne dois pas faire commerce avec tel pays. Comment un pays va se lever pour définir avec à qui tu vas vendre ton pétrole? Et on te pénalise. Donc il faut briser ces chaînes pour que vraiment il y ait une libre concurrence par rapport aux monnaies. Mais comment est-ce qu'on va briser cette chaîne? La Russie a commencé avec la Chine et le petit staff là. Où ils se sont mis ensemble maintenant pour former un autre monde où ils sont en train de s'agrandir maintenant. Et ce monde, quand ils auront leur propre monnaie. Et là, on ne peut plus dicter avec quelle monnaie tu vas faire ton commerce avec qui tu veux. Donc, pratiquement, on va aller même au-delà du franc CFA pour dédollariser l'économie mondiale. Alors, M. Sénégal, merci beaucoup de nous avoir apporté tous ces éclaircissements par rapport à l'actualité africaine et internationale. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes économiste, spécialiste en relations internationales et surtout géopolitologue. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Tout ce que vous avez développé est consigné dans ce livre intitulé Géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale. Géopolitique et géostratégie de l'économie mondiale. C'est aux éditions Secrète. Merci beaucoup. C'est moi. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro. À bientôt.